Drac Nouvelle-Aquitaine et Alka, agence livre, cinéma et audiovisuel, vous proposent Des plumes dans le casque, une collection de podcasts pour valoriser la richesse du patrimoine littéraire régional. Vous écoutez l'épisode Montaigne toujours là, proposé par les éditions du Ruisseau. Le parler que j'aime, c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche. Un parler succulent et nerveux, court et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque, plutôt difficile qu'ennuyeux, éloigné d'affectation, déréglé, décousu et hardi. Voilà ce que dit Montaigne. C'est sans doute ce sens de la phrase qui rend encore proche des écrivains Michel Eyquem, seigneur de Montaigne, auteur des fameux essais, né en 1533 et mort en 1592 en sa demeure de Saint-Michel-de-Montaigne, dans l'actuel département de la Dordogne. Proche des écrivains pour qui prime le style, tel un compagnon avec qui converser, proche des écrivains pour qui la littérature est aussi quête de soi. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre de la Royale Légendaire, un collectif d'artistes qui réalisent des fresques sur Montaigne, de Mathieu Gerbeau, conservateur de l'exemplaire des essais dits de Bordeaux, de Laurent Védrine, directeur du musée d'Aquitaine à Bordeaux et redécouvreur du tombeau de Montaigne, d'Anne-Marie Gocula, historienne, présidente honoraire de l'université Michel de Montaigne, puis nous interrogerons Bernard Chambaz, romancier, poète, historien, auteur de L'automne de Montaigne, le voyage en Italie, publié en 2023 aux éditions du Ruisseau. Au bout de la rue Sainte-Colombe à Bordeaux, juste avant celle de La Rousselle où vécut Montaigne, on tombe nez à nez avec celui-ci. Là, posée sur cette vieille façade, se trouve une grande fresque de plus de 20 mètres carrés, aux couleurs jaune et mauve, montrant Montaigne tout entier, le regard au loin, comme avançant vers l'avenir. Et surtout, elle s'intitule « Essai comme Montaigne ». Les artistes derrière cette œuvre street art se nomment La Royale Légendaire. Où on travaille sur le territoire, le terroir, les histoires, et on recrée des personnages en papier ou des scènes qu'on va coller sur des murs comme ça. Ce sont des fresques éphémères donc, qui peuvent durer quelques mois à quelques années parfois. On s'intéresse beaucoup à l'art, on travaille dedans, on réfléchit tout le temps avec ça et du coup Montaigne pour nous c'est comme pour un Anglais j'imagine Shakespeare. C'est des œuvres hyper imposantes et quand tu commences à rentrer dedans c'est comme une auberge espagnole en fait. Tu retires ce que tu y apportes un peu aussi puis après tu te nourris aussi avec ce qu'exprime Montaigne et on le raccorde au sujet actuel et là notre projet c'est de le raccorder au sujet actuel de plus en plus et nous aider à avancer sur des problématiques transversales qui traversent les siècles. C'est arrivé comme ça et puis pour donner ce côté pop art aussi c'est difficile de rendre des monuments intellectuels et historiques comme ça d'une manière populaire donc du coup la phrase elle a fini par arriver et pour nous c'est aussi important que le dessin. Des fois, c'est la phrase qui va décider le dessin ou c'est le dessin qui va avoir un sens accompagné de la phrase. Et en fait, voilà, si vous connaissez le Joue là comme Beckham, c'est un film d'un réalisateur anglais très très bon. Donc on s'est dit, tiens, essaie comme Montaigne, ça sonne comme ça. Un ballon là. Je crois qu'il dit, j'attaque le papier comme la parole, un truc comme ça. Il veut inscrire la parole, l'oralité dans l'écrit et enlever le style très chargé qu'il y avait à l'époque là, de la scolastique. Là. Et c'est pareil pour nous, la peinture, si vous voulez, elle est simplifiée. Romain, tu peux en parler ? Ouais. Il te parle la figure, on travaille sur les enluminures du médiéval. Là, on a un Béatus dans la voiture du XIIe siècle, un facsimilé. Et en fait, c'est cette efficacité, il y a cette recherche qu'on a sur l'image par rapport au fait qu'on pense, en fait, c'est une théorie qu'on essaie d'appliquer, que la puissance, d'aller chercher la puissance iconographique dans les images du Moyen-Âge pour les impacter à l'époque d'aujourd'hui. Et là, le côté finalement où il regarde au-dessus, au loin, c'est cette idée où en fait Montaigne est légèrement au-dessus de nous dans les idées. Et en fait, on le voit justement comme une sorte d'esprit flottant proche de nous, mais en même temps éloigné. C'est-à-dire qu'il est accessible et en même temps, il ne va pas nous communiquer directement. Que reste-t-il de Montaigne aujourd'hui ? Eh bien, le fameux exemplaire des essais dits de Bordeaux, il se trouve dans la salle du coffre-fort de la Bibliothèque centrale de Bordeaux. Nous avons eu la chance de pouvoir le feuilleter avec Mathieu Gerbeau, responsable du service patrimoine et conservation. Je mets la clé dans la serrure. C'est un vrai coffre-fort. Je tourne la manivelle, j'ouvre la porte.
l'exemplaire est bien protégé. C'est en mai 2023 que l'exemplaire de Bordeaux des essais de Montaigne a été inscrit au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Parce qu'il est rempli d'annotations, cet exemplaire de Bordeaux témoigne de la façon dont travaillait Montaigne. Des annotations qu'on appelle allongeailles, n'est-ce pas ? Alors, en réalité, l'allongeaille, c'est pas tout à fait ça. L'allongeaille, pour Michel de Montaigne, c'est le livre 3. Montaigne avait déjà publié une première version de ses essais en 1580, donc on trouvait le livre 1 et le livre 2. Et en 1588, il publie à Paris ce qu'il appelle un allongeaille, c'est-à-dire un livre 3, 13 nouveaux chapitres inédits, qui sont rajoutés à la grande édition parisienne d'Abel Langelier en 1588. Donc ça, au sens strict, l'allongeaille tel que l'entend Montaigne, c'est simplement la nouvelle édition, le livre 3 des essais qui figure dans la nouvelle édition de 1588. Voilà ce qui est au sens strict, ce que Montaigne conçoit comme étant un allongeaille. Cependant, donc, en 1588, Montaigne vient de publier une nouvelle version de ses essais, augmentée de son livre 3, et Abel Langelier, l'éditeur parisien qui vient de réaliser cette nouvelle édition, lui confie quelques exemplaires d'auteur, dont l'exemplaire que nous avons sous les yeux. Et c'est cet exemplaire d'auteur qui va lui servir de document martyr en vue d'une nouvelle réédition. Montaigne s'empare de ses essais et, fidèle à son habitude, Montaigne c'est l'homme d'un seul livre, il n'a écrit que les essais, et en marge de cette belle édition garnie de grandes marges, donc dans les marges, dans les interlignes, partout où il y a de la place en fait pour inscrire de l'encre, Montaigne augmente, corrige, rature, mais surtout apporte des additions parfois très importantes à son texte. Plusieurs milliers d'additions dans les marges de ses essais. On trouve énormément beaucoup de formules qui sont très célèbres aujourd'hui, qu'on attribue à Montaigne, à juste titre, ont été rajoutées à la main sur l'exemplaire de Bordeaux. C'était des formules qui n'existaient pas dans l'édition de 1588. Et donc la plus célèbre d'entre elles, c'est « parce que c'était lui, parce que c'était moi », donc dans le chapitre qu'il dédie à son ami disparu Étienne de la Boétie, donc le chapitre qui s'intitule « De l'amitié », dans le livre premier. Mais voilà, ce qui est fascinant avec l'exemplaire de Bordeaux, c'est qu'on voit vraiment Montaigne à l'œuvre dans ses essais. On le voit transpirer, chercher la bonne formule, travailler ses phrases, travailler son style. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. On est avec lui, on le regarde la plume à la main en train de chercher à améliorer continuellement ses essais. Montaigne avait écrit dans l'édition de 1588 « Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèle commun, sans merveille et sans extravagance. » Enfin, Montaigne regrette, il explique que c'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d'autres conditions pour n'entendre l'usage des nôtres et sortons hors de nous pour ne savoir quel y fait. Et donc il précise, en marge de cette considération, si nous avons bien monté sur des échasses, encore faut-il marcher de nos jambes et au plus élevé trône du monde, si ne sommes assis que sur nos culs. Voilà, ça c'est typique des éditions portées par Montaigne. En fait, plus Montaigne entre en âge, en fait, plus il vieillit, plus il se permet des annotations un peu truculentes et il ose faire des comparaisons. Donc c'est l'art de la formule, très, très clairement. Il va trouver son style coupé, son style haché, enfin, c'est la formule percutante. Montaigne est de plus en plus à l'aise avec l'écrit et il va chercher les formules les plus frappantes et il se permet aussi une truculence qu'on ne trouvait pas forcément dans ses premiers écrits de 1580. Montaigne a été inhumé à Bordeaux, mais on avait perdu la trace de son tombeau, jusqu'à ce que, en 2018, Laurent Védrine, le directeur du musée d'Aquitaine, ait l'idée d'aller voir ce qui se trouvait derrière un mur dans le sous-sol de ce musée. Donc là, on est dans la partie visible, on entend un petit peu les bruits, l'écho de cette salle des pas perdus, avec notamment les visiteurs, le public qui est ici. Et peu de gens savent que, en fait, sous nos pieds, il y avait une crypte. Et donc cette crypte, qui a été construite en 1886 à l'occasion de la construction du Palais des Facultés, abritait en son sein et en son centre donc le tombeau de Michel de Montaigne. Et vous avez en fait la porte de ce bunker allemand qui a été réalisé en 1943-1944, qui n'a jamais été en fait terminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le débarquement en Normandie le 6 juin 1944 et on a notamment cette porte blindée. Et là, ce que l'on va visiter ensemble, c'est les réserves du musée où se trouve donc le tombeau de Michel de Montaigne.
C'est un drôle de symbole de se dire que, en fait, en 1886, la ville de Bordeaux et l'université ont décidé de placer vraiment au cœur de ce grand bâtiment du savoir, de la diffusion du savoir, la personne posthume de Michel de Montaigne avec ce symbole qui est ce gisant, ce cénotaphe. Donc je pense qu'il aurait été, mais je ne veux pas parler en son nom évidemment, fort fort désappointé de se dire que voilà, cette relation qu'il a entretenue depuis plus de 400 ans avec ce lieu, que ce lien a failli être rompu à cause de l'envahisseur nazi qui a décidé à cet endroit-là de construire un bunker dans les sous-sols de la faculté. Donc cénotaphe, l'étymologie du mot signifie en grec le tombeau sans corps. Et c'est une réalité, c'est-à-dire dans un cénotaphe, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de restes humains. Donc c'est posé la question à ce moment-là, mais où est le corps ? Et il y avait une tradition en fait qui disait que ce corps et que ce tombeau était dans les sous-sols du musée, était à cet endroit-là, dans ce petit édicule. Mais ce petit édicule, en fait, donc il y avait des étagères qui passaient tout du long, qui passaient devant. Il était hermétiquement fermé et on n'avait aucun signe qui nous permettent de dire que c'était un caveau, un tombeau, de qui que ce soit d'ailleurs. Donc en septembre 2018, j'ai voulu en avoir le cœur net. Donc on a fait passer une caméra filaire pour voir ce qu'il y avait derrière le mur, derrière cette cloison. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait en fait une grande boîte que l'on a sous nos yeux dans une chambre funéraire. Et cette grande boîte, en fait, c'était un cercueil. Donc ça a été une très grande émotion, en fait, de voir le nom sur une plaque en cuivre doré que vous avez ici, le nom de Michel de Montaigne. Pour nous, c'était vraiment la confirmation du fait qu'il s'agissait bien du tombeau de Michel de Montaigne. Donc beaucoup de questions en fait qui se sont posées à ce moment-là. Mais alors comment se fait-il qu'on ait perdu de vue ce cercueil ? On a déjà le fait que cette crypte se transforme en laboratoire de chimie. Ensuite, les Allemands, l'occupant nazi, investit les sous-sols de l'université pour construire un bunker. Et ça a mis aussi un coup terrible à la mémoire de Michel de Montaigne. Il y avait des plaques qui étaient installées pour expliquer qu'il s'agissait ici du tombeau de Montaigne. Ces plaques ont été enlevées. Donc progressivement, on a effectivement enlevé tous les signes permettant d'évoquer la mémoire de Michel de Montaigne, cet esprit des lieux qui est très présent ici. Et on l'a ici sous les yeux, donc un sarcophage en plomb qui a permis une très bonne conservation donc, des restes du défunt. Alors aujourd'hui, en fait, ces restes et cet ensemble ne sont pas montrables au public tel quel parce que en fait, il y a un minimum d'éthique. On n'est pas en face d'un bien archéologique classique. On est en présence de restes humains. Du vivant de Montaigne, du moins vers la fin de sa vie, une jeune femme a beaucoup compté pour lui. Il s'agit de Marie de Gournay. Anne-Marie Cocula nous parle de leur rencontre et du travail qu'elle et lui ont mené ensemble. Finalement, en 1588, on sait exactement que c'est elle qui a voulu rencontrer Montaigne, qui vient à Paris pour faire éditer pour la première fois les 3 livres des essais. Donc, en fait, elle vient telle une groupie, une admiratrice de Montaigne. Elle est toute jeune, elle a passé une vingtaine d'années, donc elle va le rencontrer avec sa mère. Et en fait, il accepte de la rencontrer et je crois que lui, il a été sûrement frappé par sa jeunesse. En 1588, il est né en 1533, c'est un homme quasiment vieux à cette époque-là. Il est fier, sans doute heureux de voir cette jeunesse et en même temps, elle a un enthousiasme, semble-t-il, très fort vis-à-vis de cet auteur, de cet écrivain, qui à l'époque n'est pas connu comme aujourd'hui, qui est quand même d'un accès difficile. Et elle le dit elle-même, cette rencontre avec Montaigne l'a sauvée, en somme, d'une forme de folie, parce que c'était une soif de connaissance qu'elle avait, et elle a retrouvé son grand homme. Donc, première rencontre, sans doute au mois de février 1588. Et puis Montaigne va connaître quelques incidents liés à l'histoire, aux événements de 1588, liés à sa maladie, et finalement, après sa maladie, il va bénéficier d'un séjour auprès de Marie de Gournay et de sa mère, qui est toujours là, en Picardie, dans ce domaine-là,
assez loin des événements de Paris malgré tout. Il est à la fois protégé, il se soigne, et c'est là qu'ils vont tous deux corriger l'exemplaire des essais sorti du libraire Abel Langelier en mois de juin 1588. Je crois que c'est une chance inespérée pour elle. D'abord, l'approcher, lui parler, l'inviter et avoir la possibilité de participer à la relecture de Montaigne. En tout cas, elle va l'aider, mais de façon très surveillée. Les petites notes de Marie de Gournay, c'est Montaigne qui les dicte, mais c'est quand même pour elle un immense privilège. Et alors elle a l'espoir de devenir, et Montaigne semble d'accord, sa fille d'alliance. Frère d'alliance, fille d'alliance, etc. C'est en fait pas une coutume, mais un contrat qui fait que dans une famille qui est à des parentés par le sang, c'est la possibilité finalement d'avoir des frères, des sœurs d'alliance. Et c'est ainsi que Montaigne, quand il va écrire à son père le récit de l'agonie de la Boétie, c'est aussi pour lui demander que la Boétie devienne un frère d'alliance. C'est un statut. Il faut rapporter ceci aux coutumes du temps. Voilà. Et ça lui permettra, lorsque Montaigne va mourir, de revenir dans sa demeure après sa mort et d'être agréé par la femme, l'épouse de Montaigne et sa fille. Mais elle mettra du temps à connaître la mort de Montaigne. Montaigne meurt en septembre 1592 dans sa demeure périgourdine. Elle va la prendre 6 mois plus tard. Elle ne sait pas qu'il est mort. Elle s'inquiète, elle n'a pas eu de nouvelles. Elle est en possession d'une édition des essais de 1588 qu'elle a corrigée avec Montaigne dans son été en Picardie, et c'est là qu'elle va préparer finalement la première édition posthume des essais. Et ça, c'est un étonnement formidable. Une grande partie de la mode, de la vogue, de l'engouement vis-à-vis de Montaigne, que je soutiens très fort, est liée finalement dans la volonté des auteurs, écrivains, de retrouver une part d'eux-mêmes à travers la lecture des essais. Montaigne, un compagnon, nous avons rencontré un auteur pour qui il est resté assurément, Bernard Chambaz. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 catégories d'hommes dans la vie. Il y a ceux avec lesquels je ferai volontiers du vélo et ceux avec lesquels je n'en ferai pas. Le plaisir, oui, c'est on parle quand on a envie de parler, il dit des choses parfois intelligentes, des choses parfois drôles, il a des silences, il a des fous rires. Oui, je pense que ça aurait été un merveilleux compagnon. En fait, on a l'image d'un Montaigne enfermé dans sa tour, mais il a voyagé. Il est sur la route, il est comme Kerouac, qui est un autre de mes bons amis avec lequel je ferai volontiers du vélo. Le parallèle entre Montaigne et Kerouac est beaucoup moins saugrenu qu'il ne pourrait apparaître à première vue. Il y a cette expression bien connue qu'il écrit à Sceaux et à Gambade, qu'on peut comprendre comme la revendication, disons, d'une grande liberté d'écriture. Il y a chez lui quelque chose de merveilleux, d'extrêmement original. Il s'écarte, pas seulement par la route, mais il s'écarte des chemins battus. Ce qui me plaît chez lui, c'est l'idée aussi des associations. Et j'ai eu la chance de connaître Jean-Bertrand Pontalis. Et Pontalis était tout à fait passionné par cette idée d'écrire par association. L'idée que quand nous écrivons aussi par association, et je pense que en ce sens, Montaigne est notre père à tous. Montaigne est un peu, à nous, écrivains français, le patron. Il est évident que Montaigne, l'écrivain de la connaissance de soi, et surtout par la mise en œuvre, c'est ça l'important d'une connaissance de soi, extrêmement original par l'écriture. Après, on trouve en amont de Montaigne des équivalents, que ce soit Saint-Augustin, que ce soit Dante. La Divine Comédie est aussi une espèce d'aventure extraordinaire, de voyage, d'un voyage dans lequel Dante se révèle à lui-même. Donc, oui, je pense que Montaigne est dans cette grande tradition. Simplement, lui, il en est l'expression française. Voyager à l'époque était éprouvant. Or, on sait que Montaigne était diminué physiquement. Son père l'a toujours épaté par ses aptitudes physiques. Lui, d'ailleurs, Montaigne disant qu'il n'en avait guère. Ceci dit, à ceux qui pensent que Montaigne n'a guère d'aptitudes physiques, je rappelle volontiers qu'il était capable de chevaucher plusieurs jours de suite, 10 heures par jour, et tout ça avec une maladie
qui est la maladie de la pierre. Enfin, moi qui me laisse pantois d'imaginer les souffrances qui étaient les siennes et de son courage à cheval, je l'en admire et je l'aime d'autant plus. D'ailleurs, la plupart des personnes qui se sont intéressées à Montaigne, y compris les plus grands, tendent à déprécier le journal de voyage. Quand moi-même j'en ai eu l'idée il y a une dizaine d'années, ce journal intéressait très peu de monde. Les essais sont une telle merveille qu'ils ont tendance à obscurcir la portée du journal. Mais oui, ce que je pense aussi, c'est que la deuxième et la troisième version des essais étant postérieures au journal, je n'imagine pas une seule seconde que le journal de voyage n'ait pas eu une influence importante sur la deuxième et la troisième version des essais. Ça signifie aussi celle qui est la plus connue, celle qui est la plus étudiée. Vous rappelez aussi les comparaisons que fait Montaigne dans son journal, notamment lorsqu'il traverse une vallée et qu'il écrit « C'était comme une robe que nous ne voyions que plisser ». C'est comme de la poésie, c'est de la poésie. De décrire la montagne comme une robe plissée, c'est absolument magnifique, c'est absolument évident. Moi qui suis un montagnard, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite eu sous les yeux un certain nombre de montagnes que je connais, de plis des vallées, et en plus j'adore la comparaison avec la robe, et ça nous montre aussi un Montaigne amoureux. S'il parle de la robe, c'est les femmes portent des robes, et l'espèce de métaphore qui en est, je la trouve tout à fait splendide. C'est probablement une des plus belles, mais il y en a d'autres, et ça prouve à quel point il était aussi, ça va de soi, un merveilleux écrivain. C'est ça, c'est un immense écrivain, c'est un immense philosophe et c'est un très bon copain de vélo. Il y a une grande fraîcheur chez Montaigne, beaucoup d'humour, enfin en tout cas un certain humour, et il y a des moments drôles. Un autre qui m'avait frappé, c'est sa visite au Vatican, enfin quand il rencontre le pape, la manière, le récit qu'il fait de sa visite au Vatican, elle est vraiment drôle, il y a une part d'humour, une part de... C'est pas de la dérision, mais une part de distance. Il y a aussi ce côté si particulier à lui, si génial, si on veut, de se mettre en scène lui-même en disant qu'il était prêt à baiser la mule du pape. Ce livre, le journal de voyage, j'en recommande à tout le monde la lecture, parce que c'est un vrai bonheur, et d'autre part, ce serait de très très bon goût que quelqu'un allant voyager en Italie, qu'il parte dans sa poche avec le journal de voyage, par l'ouverture d'esprit de Montaigne, l'ouverture à l'étranger, la volonté qu'il a, et c'est pas seulement la volonté, l'aptitude qu'il a, la curiosité qu'il a de s'ouvrir aux coutumes étrangères, d'en faire la remarque, de les noter, etc. Donc que les voyageurs mettent dans la poche gauche Montaigne et dans l'autre poche qu'ils emmènent Stendhal, et là ils auront beaucoup plus de bonheur qu'avec le Lonely Planet, pour retenir le nom d'un guide qui est certainement un des meilleurs. Il s'arrête à un certain nombre de détails, ou des paysages, ou des monuments, ou des habitations de la vie commune qu'il a sous les yeux chaque jour. Oui, ça, c'est quelque chose auquel je suis également très sensible. On sait que Flaubert était aussi un grand admirateur de Montaigne. De passage à Bordeaux, je crois qu'il dit être allé caresser l'exemplaire des essais. Flaubert, c'est un sale type, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, personne ne veut le reconnaître. À un moment, il croise un ouvrier, point virgule, s'agissant de l'alcoolisme, etc., etc. C'est-à-dire que, moi, vous me pardonnerez, mais cette équation, aux 3/4 du 19e siècle, ouvrier égale alcoolique, elle me reste en travers de la gorge, ou pour le dire autrement, je la trouve totalement imbuvable, et tellement Flaubert. Ici, Bernard Chambaz fait référence au livre de Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Je connais des tas d'abrutis qui vénèrent Montaigne. C'est pas, vénérer Montaigne, c'est pas une garantie d'intelligence, de sensibilité, etc. Après, tout dépend aussi de ce qu'on lit dans Montaigne. Moi, il peut aller caresser ce qu'il veut. Moi, j'ai rien caressé du tout, mais je fais du vélo avec Montaigne. Je suis sûr que si Montaigne et Flaubert s'étaient retrouvés à vélo, dans la première côte, Montaigne aurait placé une accélération pour le laisser derrière et continuer à rouler tranquillement. 500 ans après sa naissance, Montaigne semble toujours là. À bientôt pour d'autres rencontres avec des artistes ou auteurs d'aujourd'hui.
Des plumes dans le casque, la collection de podcasts financée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et coordonnée par Alka. Supervision technique podcasting, vous venez d'écouter l'épisode Montaigne toujours là, conçu par les éditions du Ruisseau et François Burbeau, co-réalisé par François Burbeau et Cassette Productions. Tous les épisodes sont à retrouver sur alka-nouvelle-aquitaine.fr.